L'argent de Émile Zola, 1891. Chapitre 1. 11 heures venaient de sonner à la bourse, lorsque Saccard entra chez Champeau, dans la salle blanc et or, dont les deux hautes fenêtres donnent sur la place. D'un coup d'œil, il parcourut les rangs de petites tables, où les convives affairés se serraient coude à coude, et il parut surpris de ne pas voir le visage qu'il cherchait. Comme, dans la bousculade du service, un garçon passait, chargé de plats. « Dites donc, monsieur Huret n'est pas venu ?»« Non, monsieur, pas encore. » Alors Saccard se décida, s'assit à une table que quittait un client dans l'embrasure d'une des fenêtres. Il se croyait en retard, et, tandis qu'on changeait la serviette, ses regards se portèrent au dehors, épiant les passants du trottoir. Même lorsque le couvert fut rétabli, il ne commanda pas tout de suite. Il demeura un moment les yeux sur la place, toute gaie de cette claire journée des premiers jours de mai. À cette heure où le monde déjeunait, elle était presque vide. Sous les marronniers d'une verdure tendre et neuve, les bancs restaient inoccupés. Le long de la grille, à la station de voiture, la file des fiacres s'allongeait d'un bout à l'autre. Et l'omnibus de la Bastille s'arrêtait au bureau, à l'angle du jardin, sans laisser ni prendre de voyageurs. Le soleil tombait d'aplomb, le monument en était baigné, avec sa colonnade, ses deux statues, son vaste perron, en haut duquel il n'y avait encore que l'armée des chaises en bon ordre. Mais Saccard, s'étant tourné, reconnut Mazaud, l'agent de change, à la table voisine de la sienne. Il tendit la main. « Tiens, c'est vous. »« Bonjour. »« Bonjour, » répondit Mazaud en donnant une poignée de main distraite. Petit, brun, très vif, joli homme, il venait d'hériter de la charge d'un de ses oncles, à 32 ans. Et il semblait tout aux convives qu'il avait en face de lui, un gros monsieur à figure rouge et rasée, le célèbre Amadieu, que la bourse vénérait, depuis son fameux coup sur les mines de Celsis. Lorsque les titres étaient tombés à 15 francs et que l'on considérait tout acheteur comme un fou, il avait mis dans l'affaire sa fortune, 200 000 francs, au hasard, sans calcul ni flair, par un entêtement de brute chanceuse. Aujourd'hui que la découverte de filons réels et considérables avait fait dépasser au titre le cours de 1000 francs, il gagnait une quinzaine de millions. Et son opération imbécile, qui aurait dû le faire enfermer autrefois, le haussait maintenant au rang des vastes cerveaux financiers. Il était salué, consulté surtout. D'ailleurs, il ne donnait plus d'ordre, comme satisfait, trônant désormais dans son coup de génie unique et légendaire. Mazaud devait rêver sa clientèle. Saccard, n'ayant pu obtenir d'Amadieu même un sourire, salua la table d'en face, où se trouvaient réunis 3 spéculateurs de sa connaissance, Pillerault, Moser et Salmon. « Bonjour, ça va bien ?»« Oui, pas mal. Bonjour. » Chez ceux-ci encore, il sentit la froideur, l'hostilité presque. Pillerault, pourtant, très grand, très maigre, avec des gestes saccadés et un nez en lame de sabre, dans un visage osseux de chevalier errant, avait d'habitude la familiarité d'un joueur qui érigeait en principe le casse-cou, déclarant qu'il culbutait dans des catastrophes chaque fois qu'il s'appliquait à réfléchir. Il était d'une nature exubérante de haussier, toujours tourné à la victoire, tandis que Moser, au contraire, de taille courte, le teint jaune, ravagé par une maladie de foie, se lamentait sans cesse, en proie à de continuelles craintes de cataclysme. Quant à Salmon, un très bel homme, luttant contre la cinquantaine, étalant une barbe superbe, d'un noir d'encre, il passait pour un gaillard extraordinairement fort. Jamais il ne parlait, il ne répondait que par des sourires, on ne savait dans quel sens il jouait, ni même s'il jouait, et sa façon d'écouter impressionnait tellement Moser que souvent celui-ci, après lui avoir fait une confidence, courait changer un ordre, démonté par son silence. Dans cette indifférence qu'on lui témoignait, Saccard était resté les regards fiévreux et provoquants, achevant le tour de la salle.
et il n'échangea plus un signe de tête qu'avec un grand jeune homme assis à 3 tables de distance, le beau Sabatani, un Levantin à la face longue et brune qu'éclairaient des yeux noirs magnifiques, mais qu'une bouche mauvaise, inquiétante, gâtait. L'amabilité de ce garçon acheva de l'irriter. Quelque exécuté d'une bourse étrangère, un de ces gaillards mystérieux aimés des femmes, tombé depuis le dernier automne sur le marché, qu'il avait déjà vu à l'œuvre comme prête-nom dans un désastre de banque et qui peu à peu conquérait la confiance de la corbeille et de la coulisse par beaucoup de corrections et une bonne grâce infatigable, même pour les plus tarés. Un garçon était debout devant Saccard. « Qu'est-ce que monsieur prend ?»« Ah oui, ce que vous voudrez, une côtelette, des asperges. » Puis il rappela le garçon. « Vous êtes sûr que monsieur Huret n'est pas venu avant moi et n'est pas reparti ?»« Oh, absolument sûr. » Ainsi, il en était là, après la débâcle qui, en octobre, l'avait forcé une fois de plus à liquider sa situation, à vendre son hôtel du parc Monceau pour louer un appartement. Les Sabatani seuls le saluaient. Son entrée dans un restaurant où il avait régné ne faisait plus tourner toutes les têtes, tendre toutes les mains. Il était beau joueur, il restait sans rancune à la suite de cette dernière affaire de terrain, scandaleuse et désastreuse, dont il n'avait guère sauvé que sa peau. Mais une fièvre de revanche s'allumait dans son être, et l'absence d'Huret, qui avait formellement promis d'être là, dès 11 heures, pour lui rendre compte de la démarche dont il s'était chargé près de son frère Rougon, le ministre alors triomphant, l'exaspérait surtout contre ce dernier. Huret, député docile, créature du grand homme, n'était qu'un commissionnaire. Seulement, Rougon, lui qui pouvait tout, était-ce possible qu'il l'abandonnât ainsi ? Jamais il ne s'était montré bon frère. Qu'il se fût fâché après la catastrophe, qu'il eût rompu ouvertement pour n'être point compromis lui-même, cela s'expliquait. Mais depuis 6 mois, n'aurait-il pas dû lui venir secrètement en aide ? Et maintenant, allait-il avoir le cœur de refuser le suprême coup d'épaule qu'il lui faisait demander par un tiers, n'osant le voir en personne, craignant quelque crise de colère qui l'emporterait ? Il n'avait qu'un mot à dire, il le remettrait debout, avec tout ce lâche et grand Paris sous les talons. « Quel vin désire monsieur ?» demanda le sommelier. « Votre Bordeaux ordinaire. » Saccard, qui laissait refroidir sa côtelette, absorbé, sans faim, leva les yeux en voyant une ombre passer sur la nappe. C'était Macias, un gros garçon rougeaud, un remisier qu'il avait connu besogneux et qui se glissait entre les tables, sa cotte à la main. Il fut ulcéré de le voir filer devant lui sans s'arrêter pour aller tendre la cotte à Pillerault et à Moser. Distraits, engagés dans une discussion, ceux-ci y jetèrent à peine un coup d'œil. Non, il n'avait pas d'ordre à donner. Ce serait pour une autre fois. Macias, n'osant s'attaquer au célèbre Amadieu, penché au-dessus d'une salade de homard, en train de causer à voix basse avec Mazo, revint vers Salmon, qui prit la cotte, l'étudia longuement, puis la rendit, sans un mot. La salle s'animait, d'autres remisiers, à chaque minute, en faisaient battre les portes. Des paroles hautes s'échangeaient de loin, toute une passion d'affaires montait, à mesure que s'avançait l'heure. Et Saccard, dont les regards retournaient sans cesse au dehors, voyait aussi la place se remplir peu à peu, les voitures et les piétons affluer, tandis que, sur les marches de la Bourse, éclatantes de soleil, des taches noires, des hommes se montraient déjà, un à un. « Je vous répète, dit Moser de sa voix désolée, que ces élections complémentaires du 20 mars sont un symptôme des plus inquiétants. Enfin, c'est aujourd'hui Paris tout entier acquis à l'opposition. » Mais Pillerault haussait les épaules. Carnot et Garnier-Pagès, de plus, sur les bancs de la gauche, qu'est-ce que ça pouvait faire ? « C'est comme la question des duchés, reprit Moser. Eh bien, elle est grosse de complications. Certainement, vous avez beau rire, je ne dis pas que nous devions faire la guerre à la Prusse pour l'empêcher de s'engraisser aux dépens du Danemark. Seulement, il y avait des moyens d'action. Oui, lorsque les gros se mettent à manger les petits, on ne sait jamais où ça s'arrête.
Et quant au Mexique, Pillerault, qui était dans un de ces jours de satisfaction universelle, l'interrompit d'un éclat de rire. « Ah non, mon cher, ne nous ennuyez plus avec vos terreurs sur le Mexique. Le Mexique, ce sera la page glorieuse du règne. Où diable prenez-vous que l'Empire soit malade ? Est-ce qu'en janvier, l'emprunt de 300 millions n'a pas été couvert plus de 15 fois ? Un succès écrasant. Tenez, je vous donne rendez-vous en 67, oui, dans 3 ans d'ici, lorsqu'on ouvrira l'exposition universelle que l'empereur vient de décider. »« Je vous dis que tout va mal, » affirma désespérément Moser. « Fichez-nous la paix, tout va bien. » Salmon les regardait l'un après l'autre, en souriant de son air profond. Et Saccard, qui les avait écoutés, ramenait aux difficultés de sa situation personnelle cette crise où l'Empire semblait entrer. Lui, une fois encore, était par terre. Est-ce que cet empire qu'il avait fait allait, comme lui, culbuter, croulant tout d'un coup de la destinée la plus haute à la plus misérable ? Ah, depuis 12 ans qu'il l'avait aimé et défendu, ce régime où il s'était senti vivre, pousser, se gorger de sève, ainsi que l'arbre dont les racines plongent dans le terreau qui lui convient. Mais si son frère voulait l'en arracher, si on le retranchait de ceux qui épuisaient le sol gras des jouissances, que tout fût donc emporté dans la grande débâcle finale des nuits de fête. Maintenant, il attendait ses asperges, absent de la salle où l'agitation croissait sans cesse, envahi par des souvenirs. Dans une large glace, en face, il venait d'apercevoir son image, et elle l'avait surpris. L'âge ne mordait pas sur sa petite personne. Ses 50 ans n'en paraissaient guère que 38. Il gardait une maigreur, une vivacité de jeune homme. Même, avec les années, son visage noir et creusé de marionnette, au nez pointu, aux minces yeux luisants, s'était comme arrangé, avait pris le charme de cette jeunesse persistante, si souple, si active, les cheveux touffus encore, sans un fil blanc. Et invinciblement, il se rappelait son arrivée à Paris, au lendemain du coup d'État, le soir d'hiver où il était tombé sur le pavé, les poches vides, affamé, ayant toute une rage d'appétit à satisfaire. Ah, cette première course à travers les rues, lorsque, avant même de défaire sa malle, il avait eu le besoin de se lancer par la ville avec ses bottes éculées, son paletot graisseux, pour la conquérir. Depuis cette soirée, il était souvent monté très haut. Un fleuve de millions avait coulé entre ses mains sans que jamais il eût possédé la fortune en esclave, ainsi qu'une chose à soi, dont on dispose, qu'on tient sous clé, vivante, matérielle. Toujours le mensonge, la fiction avaient habité ses caisses, que des trous inconnus semblaient vider de leur or. Puis, voilà qu'il se retrouvait sur le pavé, comme à l'époque lointaine du départ, aussi jeune, aussi affamé, inassouvi toujours, torturé du même besoin de jouissance et de conquête. Il avait goûté à tout, et il ne s'était pas rassasié, n'ayant pas eu l'occasion ni le temps, croyait-il, de mordre assez profondément dans les personnes et dans les choses. À cette heure, il se sentait cette misère d'être, sur le pavé, moins qu'un débutant, qu'auraient soutenu l'illusion et l'espoir. Et une fièvre le prenait de tout recommencer, pour tout reconquérir, de monter plus haut qu'il n'était jamais monté, de poser enfin le pied sur la cité conquise. Non plus la richesse menteuse de la façade, mais l'édifice solide de la fortune, la vraie royauté de l'or trônant sur des sacs pleins. La voix de Moser, qui s'élevait de nouveau, aigre et très aiguë, tira un instant Saccard de ses réflexions. L'expédition du Mexique coûte 14 millions par mois. C'est Thiers qui l'a prouvé. Et il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que, dans la Chambre, la majorité est ébranlée. Ils sont 30 et quelques maintenant, à gauche. L'empereur lui-même comprend bien que le pouvoir absolu devient impossible, puisqu'il se fait le promoteur de la liberté. Pillerault ne répondait plus, se contentait de ricaner d'un air de mépris. « Oui, je sais, le marché vous paraît solide, les affaires marchent, mais attendez la fin. On a trop démoli et trop reconstruit, à Paris, voyez-vous. Les grands travaux ont épuisé l'épargne.
Quant aux puissantes maisons de crédit, qui vous semblent si prospères, attendez qu'une d'elles fasse le saut, et vous les verrez toutes culbutées à la file, sans compter que le peuple se remue. Cette association internationale des travailleurs qu'on vient de fonder pour améliorer la condition des ouvriers m'effraie beaucoup, moi. Il y a, en France, une protestation, un mouvement révolutionnaire qui s'accentue chaque jour. Je vous dis que le ver est dans le fruit. Tout crèvera. Alors, ce fut une protestation bruyante. Ce sacré Moser avait sa crise de foi, décidément. Mais lui-même, en parlant, ne quittait pas des yeux la table voisine, où Mazo et Amadieu continuaient, dans le bruit, à causer très bas. Peu à peu, la salle entière s'inquiétait de ces longues confidences. Qu'avait-il à se dire pour chuchoter ainsi ? Sans doute, Amadieu donnait des ordres, préparait un coup. Depuis 3 jours, de mauvais bruits couraient sur les travaux de Suez. Moser cligna les yeux, baissa également la voix. « Vous savez, les Anglais veulent empêcher qu'on travaille là-bas. On pourrait bien avoir la guerre. » Cette fois, Pillerault fut ébranlé par l'énormité même de la nouvelle. C'était incroyable, et tout de suite le mot vola de table en table, acquérant la force d'une certitude. L'Angleterre avait envoyé un ultimatum demandant la cessation immédiate des travaux. Amadieu, évidemment, ne causait que de ça avec Mazo, à qui il donnait l'ordre de vendre tous ses Suez. Un bourdonnement de panique s'éleva dans l'air chargé d'odeurs grasses au milieu du bruit croissant des vaisselles remuées. Et, à ce moment, ce qui porta l'émotion à son comble, ce fut l'entrée brusque d'un commis de l'agent de change, le petit Flory, un garçon à figure tendre, mangé d'une épaisse barbe châtaine. Il se précipita, un paquet de fiches à la main, et les remit au patron en lui parlant à l'oreille. « Bon, » répondit simplement Mazo, qui classa les fiches dans son carnet. Puis, tirant sa montre, « Bientôt midi. Dites à Berthier de m'attendre, et soyez là vous-même. Montez chercher les dépêches. » Lorsque Flory s'en fut allé, il reprit sa conversation avec Amadieu, tira d'autres fiches de sa poche, qu'il posa sur la nappe, à côté de son assiette. Et, à chaque minute, un client qui partait se penchait au passage, lui disait un mot, qu'il inscrivait rapidement sur un des bouts de papier, entre 2 bouchées. La fausse nouvelle, venue on ne savait d'où, née de rien, grossissait comme une nuée d'orage. « Vous vendez, n'est-ce pas ?» demanda Moser à Salmon. Mais le muet sourire de ce dernier fut si aiguisé de finesse qu'il en resta anxieux, doutant maintenant de cet ultimatum de l'Angleterre qu'ils ne savent même pas avoir inventé. « Moi, j'achète tant qu'on voudra, » conclut Pillerault, avec sa témérité vaniteuse de joueur sans méthode. Les tempes chauffées par la griserie du jeu que fouettait cette faim bruyante de déjeuner, dans l'étroite salle, Saccard s'était décidé à manger ses asperges en s'irritant de nouveau contre Huret, sur lequel il ne comptait plus. Depuis des semaines, lui, si prompt à se résoudre, il hésitait, combattu d'incertitude. Il sentait bien l'impérieuse nécessité de faire peau neuve, et il avait rêvé d'abord une vie toute nouvelle, dans la haute administration ou dans la politique. Pourquoi le corps législatif ne l'aurait-il pas mené au Conseil des ministres, comme son frère ? Ce qu'il reprochait à la spéculation, c'était la continuelle instabilité, les grosses sommes aussi vite perdues que gagnées. Jamais il n'avait dormi sur le million réel, ne devant rien à personne. Et, à cette heure où il faisait son examen de conscience, il se disait qu'il était peut-être trop passionné pour cette bataille de l'argent qui demandait tant de sang-froid. Cela devait expliquer comment, après une vie si extraordinaire de luxe et de gêne, il sortait vidé, brûlé de ces 10 années de formidable trafic sur les terrains du Nouveau Paris, dans lesquels tant d'autres, plus lourds, avaient ramassé de colossales fortunes. Oui, peut-être s'était-il trompé sur ses véritables aptitudes, peut-être triompherait-il d'un bond dans la bagarre politique, avec son activité, sa foi ardente. Tout allait dépendre de la réponse de son frère. Si celui-ci le repoussait, le rejetait au gouffre de l'agio, eh bien, ce serait sans doute tant pis pour lui et les autres. Il risquerait le grand coup dont il ne parlait encore à personne, l'affaire énorme qu'il rêvait depuis des semaines et qui l'effrayait lui-même,
tellement elle était vaste, faite, si elle réussissait, ou si elle croulait, pour remuer le monde. Pillerault avait élevé la voix. « Mazo, est-ce fini l'exécution de Schlosser ?»« Oui, répondit l'agent de change, l'affiche sera mise aujourd'hui. Que voulez-vous ? C'est toujours ennuyeux, mais j'avais reçu les renseignements les plus inquiétants, et je l'ai escompté le premier. Il faut bien, de temps à autre, donner un coup de balai. »« On m'a affirmé, dit Moser, que vos collègues Jacobi et Delarocque y étaient pour des sommes rondes. » L'agent eut un geste vague. « Bah, c'est la part du feu. Ce Schlosser devait être d'une bande, et il en sera quitte pour aller écumer la bourse de Berlin ou de Vienne. » Les yeux de Saccard s'étaient portés sur Sabatini, dont un hasard lui avait révélé l'association secrète avec Schlosser. Tous deux jouaient le jeu connu, l'un à la hausse, l'autre à la baisse, sur une même valeur, celui qui perdait en étant quitte pour partager le bénéfice de l'autre et disparaître. Mais le jeune homme payait tranquillement l'addition du déjeuner fin qu'il venait de faire. Puis, avec sa grâce caressante d'oriental matiné d'italien, il vint serrer la main de Mazo, dont il était le client. Il se pencha, donna un ordre, que celui-ci inscrivit sur une fiche. « Il vend ses Suez, » murmura Moser. Et, tout haut, cédant à un besoin, malade de doute. « Hein ? Que pensez-vous de Suez ?» Un silence se fit dans le brouhaha des voix. Toutes les têtes des tables voisines se tournèrent. La question résumait l'anxiété croissante. Mais le dos d'Amadieu, qui avait simplement invité Mazo pour lui recommander un de ses neveux, restait impénétrable, n'ayant rien à dire. Tandis que l'agent, que les ordres de vente qu'il recevait commençaient à étonner, se contentait de hocher la tête par une habitude professionnelle de discrétion. « Le Suez, c'est très bon », déclara de sa voix chantante Sabatani, qui, avant de sortir, se dérangea de son chemin pour serrer galamment la main de Saccard. Et Saccard garda un moment la sensation de cette poignée de main, si souple, si fondante, presque féminine. Dans son incertitude de la route à prendre, de sa vie à refaire, il les traitait tous de filous, ceux qui étaient là. Ah, si on l'y forçait, comme il les traquerait, comme il les tondrait, les Moser trembleurs, les Pillerault vantards, et ces Salmons plus creux que des courges, et ces Amadieu dont le succès a fait le génie. Le bruit des assiettes et des verres avait repris. Les voix s'enrouaient, les portes battaient plus fort, dans la hâte qui les dévorait tous d'être là-bas, au jeu, si une débâcle devait se produire sur le Suez. Et, par la fenêtre, au milieu de la place sillonnée de fiacres, encombrée de piétons, il voyait les marches ensoleillées de la bourse comme mouchetées maintenant d'une montée continue d'insectes humains. Des hommes correctement vêtus de noir, qui peu à peu garnissaient la colonnade. Pendant que, derrière les grilles, apparaissaient quelques femmes, vagues rôdant sous les marronniers. Brusquement, au moment où il entamait le fromage qu'il venait de commander, une grosse voix lui fit lever la tête. « Je vous demande pardon, mon cher, il m'a été impossible de venir plus tôt. » Enfin, c'était Huret, un Normand du Calvados, une figure épaisse et large de paysan rusé qui jouait l'homme simple. Tout de suite, il se fit servir n'importe quoi, le plat du jour avec un légume. « Eh bien ?» demanda sèchement Saccard, qui se contenait. Mais l'autre ne se pressait pas, le regardait en homme financier et prudent. Puis, se mettant à manger, avançant la face et baissant la voix, « Eh bien, j'ai vu le grand homme. Oui, chez lui, ce matin. Oh, il a été très gentil pour vous. » Il s'arrêta, but un grand verre de vin, se remit une pomme de terre dans la bouche. « Alors, mon cher, voici. Il veut bien faire pour vous tout ce qu'il pourra. Il vous trouvera une très jolie situation, mais pas en France. Ainsi, par exemple, gouverneur dans une de nos colonies, une des bonnes. Vous y seriez le maître, un vrai petit prince.
Saccard était devenu blême. « Dites donc, c'est pour rire ? Vous vous fichez du monde ? Pourquoi pas tout de suite la déportation ? Ah, il veut se débarrasser de moi, qu'il prenne garde que je finisse par le gêner pour tout de bon. » Huret restait la bouche pleine, conciliant. « Voyons, on ne veut que votre bien, laissez-nous faire. » « Que je me laisse supprimer, n'est-ce pas ? Tenez, tout à l'heure, on disait ici que l'Empire n'aurait bientôt plus une faute à commettre. Oui, la guerre d'Italie, le Mexique, l'attitude vis-à-vis de la Prusse. Ma parole, c'est la vérité. Vous ferez tant de bêtises et de folies que la France entière se lèvera pour vous flanquer dehors. » Du coup, le député, la fidèle créature du ministre, s'inquiéta, pâlissant, regardant autour de lui. « Ah, permettez, je ne peux pas vous suivre. Rougon est un honnête homme. Il n'y a pas de danger, tant qu'il sera là. Non, n'ajoutez rien, vous le méconnaissez, je tiens à le dire. » Violemment, étouffant sa voix entre ses dents serrées, Saccard l'interrompit. « Soit, aimez-le, faites votre cuisine ensemble. Oui ou non, veut-il me patronner ici, à Paris ? » « À Paris, jamais. » Sans ajouter un mot, il se leva, appela le garçon pour payer, tandis que, très calme, Huret, qui connaissait ses colères, continuait à avaler de grosses bouchées de pain et le laissait aller, de peur d'un esclandre. Mais, à ce moment, dans la salle, il y eut une forte émotion. Gundermann venait d'entrer. Le banquier roi, le maître de la bourse et du monde, un homme de 60 ans, dont l'énorme tête chauve, au nez épais, aux yeux ronds, à fleur de tête, exprimait un entêtement et une fatigue immense. Jamais il n'allait à la bourse, affectant même de n'y pas envoyer de représentant officiel. Jamais non plus il ne déjeunait dans un lieu public. Seulement, de loin en loin, il lui arrivait, comme ce jour-là, de se montrer au restaurant Champeau, où il s'asseyait à une des tables pour se faire simplement servir un verre d'eau de Vichy sur une assiette. Souffrant depuis 20 ans d'une maladie d'estomac, il ne se nourrissait absolument que de lait. Tout de suite, le personnel fut en l'air pour apporter le verre d'eau et tous les convives présents s'aplatirent. Moser, l'air anéanti, contemplait cet homme qui savait les secrets, qui faisait à son gré la hausse ou la baisse, comme Dieu fait le tonnerre. Pillerault lui-même le saluait, n'ayant foi qu'en la force irrésistible du milliard. Il était 12h30, et Mazaud, qui lâchait vivement Amadieu, revint, se courba devant le banquier, dont il avait parfois l'honneur de recevoir un ordre. Beaucoup de boursiers étaient ainsi en train de partir, qui restèrent debout, entourant le dieu, lui faisant une cour d'échine respectueuse, au milieu de la débandade des nappes salies. Et il le regardait avec vénération prendre le verre d'eau d'une main tremblante et le porter à ses lèvres décolorées. Autrefois, dans les spéculations sur les terrains de la plaine Monceau, Saccard avait eu des discussions, toute une brouille même avec Gundermann. Ils ne pouvaient s'entendre, l'un passionné et jouisseur, l'autre sobre et de froide logique. Aussi le premier, dans sa crise de colère, exaspéré encore par cette entrée triomphale, s'en allait-il, lorsque l'autre l'appela. « Dites donc, mon bon ami, est-ce vrai ? Vous quittez les affaires ? Ma foi, vous faites bien, ça vaut mieux. » Ce fut, pour Saccard, un coup de fouet en plein visage. Il redressa sa petite taille, il répliqua d'une voix nette, aiguë comme une épée. Je fonde une maison de crédit au capital de 25 millions et je compte aller vous voir bientôt. Et il sortit, laissant derrière lui le brouhaha ardent de la salle où tout le monde se bousculait pour ne pas manquer l'ouverture de la bourse. Ah, réussir enfin, remettre le talon sur ces gens qui lui tournaient le dos et lutter de puissance avec ce roi de l'or et l'abattre peut-être un jour. Il n'était pas décidé à lancer sa grande affaire. Il demeurait surpris de la phrase que le besoin de répondre lui avait tirée.
Mais pourrait-il tenter la fortune ailleurs, maintenant que son frère l'abandonnait et que les hommes et les choses le blessaient pour le rejeter à la lutte, comme le taureau saignant est ramené dans l'arène? Un instant, il resta frémissant au bord du trottoir. C'était l'heure active où la vie de Paris semble affluer sur cette place centrale, entre la rue Montmartre et la rue Richelieu, les deux artères engorgées qui charrient la foule. Des 4 carrefours, ouverts aux 4 angles de la place, des flots ininterrompus de voitures coulaient, sillonnant le pavé, au milieu des remous d'une cohue de piétons. Sans arrêt, les 2 files des fiacres de la station, le long des grilles, se rompaient et se reformaient, tandis que, sur la rue Vivienne, les victorias des remisiers s'allongeaient en un rang pressé que dominaient les cochers, guides en main, prêts à fouetter au premier ordre. Envahis, les marches et le péristyle étaient noirs d'un fourmillement de redingotes. Et, de la coulisse installée déjà sous l'horloge et fonctionnant, montait la clameur de l'offre et de la demande, ce bruit de marée de l'agio, victorieux du grondement de la ville. Des passants tournaient la tête dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là, ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent, ces ruines, ces fortunes brusques qu'on ne s'expliquait pas, parmi cette gesticulation et ces cris barbares. Et lui, au bord du ruisseau, assourdi par les voix lointaines, coudoyé par la bousculade des gens pressés, il rêvait une fois de plus la royauté de l'or, dans ce quartier de toutes les fièvres, où la bourse, d'1 heure à 3, bat comme un cœur énorme au milieu. Mais depuis sa déconfiture, il n'avait point osé rentrer à la bourse. Et, ce jour-là encore, un sentiment de vanité souffrante, la certitude d'y être accueilli en vaincu, l'empêchait de monter les marches. Comme les amants chassés de l'alcôve d'une maîtresse, qu'ils désirent davantage, même en croyant l'exécrer, il revenait fatalement là, il faisait le tour de la colonnade sous des prétextes, traversant le jardin, marchant d'un pas de promeneur à l'ombre des marronniers. Dans cette sorte de square poussiéreux, sans gazon ni fleurs, où grouillait sur les bancs, parmi les urinoirs et les kiosques à journaux, un mélange de spéculateurs louches et de femmes du quartier, en cheveux, allaitant des poupons, il affectait une flânerie désintéressée, levait les yeux, guettait, avec la furieuse pensée qu'il faisait le siège du monument, qu'il l'enserrait d'un cercle étroit, pour y rentrer un jour en triomphateur. Il pénétra par l'angle de droite, sous les arbres qui font face à la rue de la Banque. Et, tout de suite, il tomba sur la petite bourse des valeurs déclassées, les pieds humides, comme on appelle avec un ironique mépris ces joueurs de la brocante, qui cotent en plein vent, dans la boue des jours pluvieux, les titres des compagnies mortes. Il y avait là, en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d'oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapprochés les uns des autres, ainsi que sur une proie, s'acharnant au milieu de cris gutturaux et comme près de se dévorer entre eux. Il passait, lorsqu'il aperçut un peu à l'écart un gros homme, en train de regarder au soleil un rubis qu'il levait en l'air, délicatement, entre ses doigts énormes et sales. « Tiens, Bouche, vous me faites songer que je voulais monter chez vous. » Bouche, qui tenait un cabinet d'affaires, rue Feydeau, au coin de la rue Vivienne, lui avait, à plusieurs reprises, été d'une utilité grande en des circonstances difficiles. Il restait extasié à examiner l'eau de la pierre précieuse, sa large face plate renversée, ses gros yeux gris comme éteints par la lumière vive. Et l'on voyait, roulée en corde, la cravate blanche qu'il portait toujours, tandis que sa redingote d'occasion, anciennement superbe, mais extraordinairement râpée et maculée de taches, remontait jusque dans ses cheveux pâles, qui tombaient en mèches rares et rebelles de son crâne nu. Son chapeau, roussi par le soleil, lavé par les averses, n'avait plus d'âge. Enfin, il se décida à redescendre sur terre. « Ah,
Monsieur Saccard, vous faites un petit tour par ici ? Oui, c'est une lettre en langue russe. Une lettre d'un banquier russe établi à Constantinople. Alors j'ai pensé à votre frère pour me la traduire. » Bush, qui, d'un mouvement inconscient et tendre, roulait toujours le rubis dans sa main droite, tendit la gauche, en disant que, le soir même, la traduction serait envoyée. Mais Saccard expliqua qu'il s'agissait seulement de 10 lignes. « Je vais monter. Votre frère me lira ça tout de suite. » Et il fut interrompu par l'arrivée d'une femme énorme, Madame Méchain, bien connue des habitués de la bourse, une de ces enragées et misérables joueuses dont les mains grasses tripotent dans toutes sortes de louches besognes. Son visage de pleine lune, bouffi et rouge, aux minces yeux bleus, au petit nez perdu, à la petite bouche d'où sortait une voix flûtée d'enfant, semblait déborder du vieux chapeau mauve, noué de travers par des brides grenats. Et la gorge géante et le ventre hydropique crevaient la robe de popeline verte, mangée debout, tournée au jaune. Elle tenait au bras un antique sac de cuir noir, immense, aussi profond qu'une valise, qu'elle ne quittait jamais. Ce jour-là, le sac, gonflé, plein à crever, la tirait à droite, penché comme un arbre. « Vous voilà, dit Bush, qui devait l'attendre. « Oui, et j'ai reçu les papiers de Vendôme. Je les apporte. »« Bon, filons chez moi. Rien à faire aujourd'hui, ici. » Saccard avait eu un regard vacillant sur le vaste sac de cuir. Il savait que, fatalement, allaient tomber là les titres déclassés, les actions des sociétés mises en faillite sur lesquelles les pieds humides agiotent encore, des actions de 500 francs qu'il se dispute à 20 sous, à 10 sous, dans le vague espoir d'un relèvement improbable, ou plus pratiquement comme une marchandise scélérate qu'il cède avec bénéfice aux banqueroutiers désireux de gonfler leurs passifs. Dans les batailles meurtrières de la finance, la Méchain était le corbeau qui suivait les armées en marche. Pas une compagnie, pas une grande maison de crédit ne se fondait sans qu'elle apparût avec son sac, sans qu'elle flairât l'air, attendant les cadavres, même aux heures prospères des émissions triomphantes. Car elle savait bien que la déroute était fatale, que le jour du massacre viendrait, où il y aurait des morts à manger, des titres à ramasser pour rien dans la boue et dans le sang. Et lui, qui roulait son grand projet d'une banque, eut un léger frisson, fut traversé d'un pressentiment à voir ce sac, ce charnier des valeurs dépréciées, dans lequel passait tout le sale papier balayé de la bourse. Comme Bush emmenait la vieille femme, Saccard le retint. « Alors, je puis monter. Je suis certain de trouver votre frère. » Les yeux du juif s'adoucirent, exprimèrent une surprise inquiète. « Mon frère ? Mais certainement. Où voulez-vous qu'il soit ? » « Très bien. À tout à l'heure. » Et Saccard, les laissant s'éloigner, poursuivit sa marche lente, le long des arbres, vers la rue Notre-Dame-des-Victoires. Ce côté de la place est un des plus fréquentés, occupé par des fonds de commerce, des industries en chambre, dont les enseignes d'or flambaient sous le soleil. Des stores battaient au balcon, toute une famille de province restait béante, à la fenêtre d'un hôtel meublé. Machinalement, il avait levé la tête, regardé ces gens dont l'ahurissement le faisait sourire, en le réconfortant par cette pensée qu'il y aurait toujours, dans les départements, des actionnaires. Derrière son dos, la clameur de la bourse, le bruit de marées lointaines continuait, l'obsédait, ainsi qu'une menace d'engloutissement qui allait le rejoindre. Mais une nouvelle rencontre l'arrêta. « Comment, Jordan ? Vous, à la bourse ?» s'écria-t-il en serrant la main d'un grand jeune homme brun, aux petites moustaches, à l'air décidé et volontaire. Jordan, dont le père, un banquier de Marseille, s'était autrefois suicidé à la suite de spéculations désastreuses, battait depuis 10 ans le pavé de Paris, enragé de littérature, dans une lutte brave contre la misère noire. Un de ses cousins, installé à Plassans, où il connaissait la famille de Saccard, l'avait autrefois recommandé à ce dernier, lorsque celui-ci recevait tout Paris dans son hôtel du parc Monceau. « Oh,
À la bourse, jamais, répondit le jeune homme avec un geste violent, comme s'il chassait le souvenir tragique de son père. Puis, se remettant à sourire. Vous savez que je me suis marié, oui, avec une petite amie d'enfance. On nous avait fiancés au jour où j'étais riche, et elle s'est entêtée à vouloir quand même du pauvre diable que je suis devenu. Parfaitement, j'ai reçu la lettre de faire part, dit Saccard. Et imaginez-vous que j'ai été en rapport, autrefois, avec votre beau-père, monsieur Maugendre, lorsqu'il avait sa manufacture de bâches à la Villette. Il a dû y gagner une jolie fortune. Cette conversation avait lieu près d'un banc, et Jordan l'interrompit pour présenter un monsieur gros et court, à l'aspect militaire, qui se trouvait assis et avec lequel il causait lors de la rencontre. Monsieur le capitaine Chave, un oncle de ma femme. Madame Maugendre, ma belle-mère, est une Chave de Marseille. Le capitaine s'était levé et Saccard salua. Celui-ci connaissait de vue cette figure apoplectique, au cou raidi par l'usage du col de crin, un de ces types d'infimes joueurs au comptant qu'on était certain de rencontrer tous les jours là, d'1 heure à 3. C'est un jeu de gagne petit, un gain presque assuré de 15 à 20 francs qu'il faut réaliser dans la même bourse. Jordan avait ajouté avec son bon rire, expliquant sa présence. Un boursier féroce, mon oncle, dont je ne fais, parfois, que serrer la main en passant. Dame, dit simplement le capitaine, il faut bien jouer, puisque le gouvernement, avec sa pension, me laisse crever de faim. Ensuite, Saccard, que le jeune homme intéressait par sa bravoure à vivre, lui demanda si les choses de la littérature marchaient, et Jordan, s'égayant encore, raconta l'installation de son pauvre ménage à un 5e de l'avenue de Clichy. Car les Maugendre, qui se défiaient d'un poète, croyant avoir beaucoup fait en consentant au mariage, n'avaient rien donné, sous le prétexte que leur fille, après eux, aurait leur fortune intacte, engraissée d'économie. Non, la littérature ne nourrissait pas son homme. Il avait en projet un roman qu'il ne trouvait pas le temps d'écrire, et il était entré forcément dans le journalisme, où il bâclait tout ce qui concernait son état, depuis des chroniques jusqu'à des comptes rendus de tribunaux et même des faits divers. « Eh bien, dit Saccard, si je monte ma grande affaire, j'aurai peut-être besoin de vous. Venez donc me voir. » Après avoir salué, il tourna derrière la bourse. Là, enfin, la clameur lointaine, les abois du jeu cessèrent, ne furent plus qu'une rumeur vague perdue dans le grondement de la place. De ce côté, les marches étaient également envahies de monde, mais le cabinet des agents de change, dont on voyait les tentures rouges par les hautes fenêtres, isolait du vacarme de la grande salle la colonnade, où des spéculateurs, les délicats, les riches, s'étaient assis commodément à l'ombre, quelques-uns seuls, d'autres par petits groupes, transformant en une sorte de club ce vaste péristyle ouvert au plein ciel. C'était un peu ce derrière du monument, comme l'envers d'un théâtre, l'entrée des artistes, avec la rue louche et relativement tranquille, cette rue Notre-Dame-des-Victoires, occupée toute par des marchands de vin, des cafés, des brasseries, des tavernes, grouillant d'une clientèle spéciale, étrangement mêlée. Les enseignes indiquaient aussi la végétation mauvaise, poussée au bord du grand cloaque voisin, des compagnies d'assurance malfamées, des journaux financiers de brigandage, des sociétés, des banques, des agences, des comptoirs, la série entière des modestes coupe-gorge installés dans des boutiques ou à des entresols larges comme la main. Sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, partout, des hommes rôdaient, attendaient, ainsi qu'à la corne d'un bois. Saccard s'était arrêté à l'intérieur des grilles, levant les yeux sur la porte qui conduit au cabinet des agents de change, avec le regard aigu d'un chef d'armée examinant sous toutes ses faces la place dont il veut tenter l'assaut. Lorsqu'un grand gaillard qui sortait d'une taverne traversa la rue et vint s'incliner très bas. « Ah, monsieur Saccard, n'avez-vous rien pour moi ? J'ai quitté définitivement le crédit mobilier. Je cherche une situation. » Jean Trou était un ancien professeur venu de Bordeaux à Paris, à la suite d'une histoire restée louche. Obligé de quitter l'université, déclassé, mais beau garçon,
avec sa barbe noire en éventail et sa calvitie précoce. D'ailleurs lettré, intelligent et aimable, il était débarqué à la Bourse vers 28 ans, s'y était traîné et sali pendant 10 années comme remisier, en n'y gagnant guère que l'argent nécessaire à ses vices. Et aujourd'hui, tout à fait chauve, se désolant ainsi qu'une fille dont les rides menacent le gagne-pain, il attendait toujours l'occasion qui devait le lancer au succès, à la fortune. Saccard, à le voir si humble, se rappela, avec amertume, le salut de Sabatani, chez Champeau. Décidément, les tarés et les ratés seuls lui restaient. Mais il n'était pas sans estime pour l'intelligence vive de celui-ci, et il savait bien qu'on fait les troupes les plus braves avec les désespérés, ceux qui osent tout, ayant tout à gagner. Il se montra bonhomme. « Une situation, répéta-t-il. « Eh, ça peut se trouver. Venez me voir. »« Rue Saint-Lazare maintenant, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, rue Saint-Lazare, le matin. » Ils causèrent. Jantrou était très animé contre la Bourse, répétant qu'il fallait être un coquin pour y réussir, avec la rancune d'un homme qui n'avait pas eu la coquinerie chanceuse. C'était fini. Il voulait tenter autre chose. Il lui semblait que, grâce à sa culture universitaire, à sa connaissance du monde, il pouvait se faire une belle place dans l'administration. Saccard l'approuvait d'un hochement de tête. Et, comme ils étaient sortis des grilles, longeant le trottoir jusqu'à la rue Brongniart, tous deux s'intéressèrent à un coupé sombre d'un attelage très correct qui était arrêté dans cette rue, le cheval tourné vers la rue Montmartre. Tandis que le dos du cocher, au perché, demeurait d'une immobilité de pierre, ils avaient remarqué qu'une tête de femme, à 2 reprises, paraissait à la portière et disparaissait vivement. Tout d'un coup, la tête se pencha, s'oublia, avec un long regard d'impatience, en arrière, du côté de la Bourse. « La baronne Sandorf » murmura Saccard. C'était une tête brune très étrange, des yeux noirs brûlants sous des paupières meurtries, un visage de passion à la bouche saignante, et que gâtait seulement un nez trop long. Elle semblait fort jolie, d'une maturité précoce pour ses 25 ans, avec son air de bacchante habillée par les grands couturiers du règne. « Oui, la baronne, » répéta Jantrou. « Je l'ai connue, quand elle était jeune fille, chez son père, le comte de Ladricourt. Oh, un enragé joueur, et d'une brutalité révoltante. J'allais prendre ses ordres chaque matin. Il a failli me battre un jour. Je ne l'ai pas pleuré, celui-là, quand il est mort d'un coup de sang, ruiné, à la suite d'une série de liquidations lamentables. La petite, alors, a dû se résoudre à épouser le baron Sandorf, conseiller à l'ambassade d'Autriche, qui avait 35 ans de plus qu'elle, et qu'elle avait positivement rendu fou avec ses regards de feu. « Je sais, » dit simplement Saccard. De nouveau, la tête de la baronne avait replongé dans le coupé. Mais, presque aussitôt, elle reparut, plus ardente, le cou tordu pour voir au loin, sur la place. « Elle joue, n'est-ce pas ? Oh, comme une perdue. Tous les jours de crise, on peut la voir là, dans sa voiture, guettant les cours, prenant fiévreusement des notes sur son carnet, donnant des ordres. Et tenez, c'était Macias qu'elle attendait. Le voici qui la rejoint. » En effet, Macias courait de toute la vitesse de ses jambes courtes, sa cotte à la main, et ils le virent qui s'accoudait à la portière du coupé, y plongeant la tête à son tour, en grande conférence avec la baronne. Puis, comme il s'écartait un peu, pour ne pas être surpris dans leur espionnage, et comme le remisier revenait, toujours courant, ils l'appelèrent. Lui, d'abord, jeta un regard de côté, s'assurant que le coin de la rue le cachait. Ensuite, il s'arrêta net, essoufflé, son visage fleuri, congestionné, gai quand même, avec ses gros yeux bleus d'une limpidité enfantine. « Mais qu'est-ce qu'ils ont ?» cria-t-il. « Voilà le Suez qui dégringole. On parle d'une guerre avec l'Angleterre, une nouvelle qui les révolutionne et qui vient on ne sait d'où. Je vous le demande un peu, la guerre. Qui est-ce qui peut bien avoir inventé ça ? À moins que ça ne se soit inventé tout seul.
Enfin, un vrai coup de chien. Jantrou cligna les yeux. La dame mord toujours? Oh, enragé. Je porte ses ordres à Nathanson. Saccard, qui écoutait, fit tout haut une réflexion. Tiens, c'est vrai, on m'a dit que Nathanson était entré à la coulisse. Un garçon très gentil, Nathanson, déclara Jantrou, et qui mérite de réussir. Nous avons été ensemble au Crédit Mobilier. Mais il arrivera, lui, car il est juif. Son père, un Autrichien, est établi à Besançon, horloger, je crois. Vous savez que ça l'a pris un jour, là-bas, au Crédit, en voyant comment ça se manigançait. Il s'est dit que ce n'était pas si malin, qu'il n'y avait qu'à avoir une chambre et à ouvrir un guichet. Et il a ouvert un guichet. Vous êtes content, vous, Macias? Oh, content. Vous y avez passé. Vous avez raison de dire qu'il faut être juif. Sans ça, inutile de chercher à comprendre. On n'y a pas la main. C'est la des veines noires. Quel sale métier. Mais on y est, on y reste. Et puis, j'ai encore de bonnes jambes. J'espère tout de même. Et il repartit, courant et riant. On le disait fils d'un magistrat de Lyon, frappé d'indignité, tombé lui-même à la bourse, après la disparition de son père, n'ayant pas voulu continuer ses études de droit. Saccard et Jantrou, à petits pas, revinrent vers la rue Brognard. Et ils y retrouvèrent le coupé de la baronne. Mais les glaces étaient levées, la voiture mystérieuse paraissait vide, tandis que l'immobilité du cocher semblait avoir grandi dans cette attente qui se prolongeait souvent jusqu'au dernier cours. « Elle est diablement excitante, » reprit brutalement Saccard. « Je comprends le vieux baron. » Jantrou eut un sourire singulier. « Oh, le baron, il y a longtemps qu'il en a assez, je crois. Et il est très ladre, dit-on. Alors, vous savez, avec qui elle s'est mise, pour payer ses factures, le jeu ne suffisant jamais. Non, avec Delcambre. Delcambre, le procureur général, ce grand homme sec, si jaune, si rigide. Ah, je voudrais bien les voir ensemble. Et tous deux, très égayés, très allumés, se séparèrent avec une vigoureuse poignée de main. Après que l'un eut rappelé à l'autre qu'il se permettrait d'aller le voir prochainement. Dès qu'il se retrouva seul, Saccard fut repris par la voix haute de la bourse, qui déferlait avec l'entêtement du flux à son retour. Il avait tourné le coin, il redescendait vers la rue Vivienne, par ce côté de la place que l'absence de café rend sévère. Il longea la chambre de commerce, le bureau de poste, les grandes agences d'annonces, de plus en plus assourdi et enfiévré à mesure qu'il revenait devant la façade principale. Et, quand il put enfiler le péristyle d'un regard oblique, il fit une nouvelle pause, comme s'il ne voulait pas encore achever le tour de la colonnade, cette sorte d'investissement passionné dont il l'enserrait. Là, sur cet élargissement du pavé, la vie s'étalait, éclatait. Un flot de consommateurs envahissait les cafés, la boutique du pâtissier ne désemplissait pas, les étalages attroupaient la foule, celui d'un orfèvre surtout, flambant de grosses pièces d'argenterie. Et, par les 4 angles, les 4 carrefours, il semblait que le fleuve des fiacres et des piétons augmentât dans un enchevêtrement inextricable. Tandis que le bureau des omnibus aggravait les embarras et que les voitures des remisiers, en ligne, barraient le trottoir, presque d'un bout à l'autre de la grille. Mais ses yeux s'étaient fixés sur les marches hautes, où des redingotes s'égrenaient au plein soleil. Puis ils remontèrent vers les colonnes, dans la masse compacte, un grouillement noir, à peine éclairé par les taches pâles des visages. Tous étaient debout, on ne voyait pas les chaises. Le rond que faisait la coulisse, assise sous l'horloge, ne se devinait qu'à une sorte de bouillonnement, une furie de gestes et de paroles dont l'air frémissait. Vers la gauche, le groupe des banquiers occupés à des arbitrages, à des opérations sur le change et sur les chèques anglais, restait plus calme, sans cesse traversé par la queue de monde qui entrait, allant au télégraphe. Jusque sous les galeries latérales, les spéculateurs débordaient,
s'écrasait. Et, entre les colonnes, appuyées aux rampes de fer, il y en avait qui présentaient le ventre ou le dos, comme chez eux, contre le velours d'une loge. La trépidation, le grondement de machines sous vapeur, grandissait, agitait la bourse entière dans un vacillement de flammes. Brusquement, il reconnut le remisier Macias qui descendait les marches à toutes jambes, puis qui sauta dans sa voiture, dont le cocher lança le cheval au galop. Alors, Saccard sentit ses poings se serrer. Violemment, il s'arracha, il tourna dans la rue Vivienne, traversant la chaussée pour gagner le coin de la rue Feydeau, où se trouvait la maison de Bouche. Il venait de se rappeler la lettre russe qu'il avait à se faire traduire. Mais, comme il entrait, un jeune homme, planté devant la boutique du papetier, qui occupait le rez-de-chaussée, le salua, et il reconnut Gustave Sédille, le fils d'un fabricant de soie de la rue des Jeûneurs, que son père avait placé chez Mazot pour étudier le mécanisme des affaires financières. Il sourit paternellement à ce grand garçon élégant, se doutant bien de ce qu'il faisait là, en faction. La papeterie Conin fournissait de carnets toute la bourse depuis que la petite madame Conin y aidait son mari, le gros Conin, qui, lui, ne sortait jamais de son arrière-boutique, s'occupant de la fabrication, tandis qu'elle, toujours, allait et venait, servant au comptoir, faisant les courses dehors. Elle était grasse, blonde, rose, un vrai petit mouton frisé, avec des cheveux de soie pâle, très gracieuse, très câline, et d'une continuelle gaieté. Elle aimait bien son mari, disait-on, ce qui ne l'empêchait pas, quand un boursier de la clientèle lui plaisait, d'être tendre. Mais pas pour de l'argent, uniquement pour le plaisir. Et une seule fois, dans une maison amie du voisinage, à ce que racontait la légende. En tout cas, les heureux qu'elle faisait devaient se montrer discrets et reconnaissants, car elle restait adorée, fêtée, sans un vilain bruit autour d'elle. Et la papeterie continuait de prospérer, c'était un coin de vrai bonheur. En passant, Saccard aperçut madame Conin, qui souriait à Gustave, à travers les vitres. Quel joli petit mouton! Il en eut une sensation délicieuse de caresse. Enfin, il monta. Depuis 20 ans, Bouche occupait tout en haut, au 5e étage, un étroit logement composé de 2 chambres et d'une cuisine. Né à Nancy, de parents allemands, il était débarqué là de sa ville natale. Il y avait peu à peu étendu son cercle d'affaires, d'une extraordinaire complication, sans éprouver le besoin d'un cabinet plus grand, abandonnant à son frère Sigismond la pièce sur la rue, se contentant de la petite pièce sur la cour, où les paperasses, les dossiers, les paquets de toutes sortes s'empilaient tellement que la place d'une unique chaise contre le bureau se trouvait réservée. Une de ses grosses affaires était bien le trafic sur les valeurs dépréciées. Il les centralisait. Il servait d'intermédiaire entre la petite bourse des pieds humides et les banqueroutiers, qui ont des trous à combler dans leur bilan. Aussi suivait-il les cours, achetant directement parfois, alimenté surtout par les stocks qu'on lui apportait. Mais, outre l'usure et tout un commerce caché sur les bijoux et les pierres précieuses, il s'occupait particulièrement de l'achat des créances. C'était là ce qui emplissait son cabinet à en faire craquer les murs, ce qui le lançait dans Paris, aux 4 coins, flairant, guettant, avec des intelligences dans tous les mondes. Dès qu'il apprenait une faillite, il accourait, rôdait autour du syndic, finissait par acheter tout ce dont on ne pouvait rien tirer de bon immédiatement. Il surveillait les études de notaire, attendait les ouvertures de successions difficiles, assistait aux adjudications des créances désespérées. Lui-même publiait des annonces, attirait les créanciers impatients qui aimaient mieux toucher quelques sous tout de suite que de courir le risque de poursuivre leurs débiteurs. Et, de ces sources multiples, du papier arrivait, de véritables hottées, le tas sans cesse accru d'un chiffonnier de la dette. Billets impayés, traités inexécutés, reconnaissances restées vaines, engagements non tenus. Puis, là-dedans, commençait le triage, le coup de fourchette dans cet arlequin gâté,
ce qui demandait un flair spécial, très délicat. Dans cette mer de créanciers disparus ou insolvables, il fallait faire un choix pour ne pas trop éparpiller son effort. En principe, il professait que toute créance, même la plus compromise, peut redevenir bonne, et il avait une série de dossiers admirablement classés auxquels correspondait un répertoire des noms qu'il relisait de temps à autre pour s'entretenir la mémoire. Mais, parmi les insolvables, il suivait naturellement de plus près ceux qu'il sentait avoir des chances de fortune prochaine. Son enquête dénudait les gens, pénétrait les secrets de famille, prenait note des parentés riches, des moyens d'existence, des nouveaux emplois surtout, qui permettaient de lancer des oppositions. Pendant des années souvent, il laissait ainsi mûrir un homme pour l'étrangler au premier succès. Quant au débiteur disparu, il le passionnait plus encore, le jetait dans une fièvre de recherche continuelle, l'œil sur les enseignes et sur les noms que les journaux imprimaient, quêtant les adresses comme un chien quête le gibier. Et, dès qu'il les tenait, les disparus et les insolvables, il devenait féroce, les mangeait de frais, les vidait jusqu'au sang, tirant 100 francs de ce qu'il avait payé 10 sous, en expliquant brutalement ses risques de joueur, forcé de gagner avec ceux qui l'empoignaient ce qu'il prétendait perdre sur ceux qui lui filaient entre les doigts, ainsi qu'une fumée. Dans cette chasse aux débiteurs, la Méchin était une des aides que Bush aimait le mieux à employer. Car, s'il devait avoir ainsi une petite troupe de rabatteurs à ses ordres, il vivait dans la défiance de ce personnel, malfamé et affamé, tandis que la Méchin avait pignon sur rue, possédait derrière la butte Montmartre toute une cité, la cité de Naples, un vaste terrain planté de huttes branlantes qu'elle louait au mois, un coin d'épouvantable misère, des meurt-de-faim en tas dans l'ordure, des trous à pourceaux qu'on se disputait et dont elle balayait sans pitié les locataires avec leur fumier dès qu'ils ne payaient plus. Ce qui la dévorait, ce qui lui mangeait les bénéfices de sa cité, c'était sa passion malheureuse du jeu. Et elle avait aussi le goût des plaies d'argent, des ruines, des incendies, au milieu desquels on peut voler des bijoux fondus. Lorsque Bush la chargeait d'un renseignement à prendre, d'un débiteur à déloger, elle y mettait parfois du sien, se dépensait pour le plaisir. Elle se disait veuve, mais personne n'avait connu son mari. Elle venait on ne savait d'où, et elle paraissait avoir eu toujours 50 ans, débordante, avec sa mince voix de petite fille. Ce jour-là, dès que la Méchin se trouva assise sur l'unique chaise, le cabinet fut plein, comme bouché par ce dernier paquet de chair, tombé à cette place. Devant son bureau, Bush, prisonnier, semblait enfoui, ne laissant émerger que sa tête carrée au-dessus de la mer des dossiers. « Voici, dit-elle en vidant son vieux sac de l'énorme tas de papier qui le gonflait. Voici ce que Fayeux m'envoie de Vendôme. Il a tout acheté pour vous, dans cette faillite Charpier que vous m'aviez dit de lui signaler. 110 francs. Fayeux, qu'elle appelait son cousin, venait d'installer là-bas un bureau de receveur de rente. Il avait pour négoce avoué de toucher les coupons des petits rentiers du pays, et dépositaire de ces coupons et de l'argent, il jouait frénétiquement. « Ça ne vaut pas grand-chose, la province, » murmura Bush, « mais on y fait des trouvailles tout de même. » Il flairait les papiers, les triait déjà d'une main experte, les classait en gros d'après une première estimation, à l'odeur. Sa face plate se rembrunissait, il eut une moue désappointée. « Il n'y a pas gras, rien à mordre. Heureusement que ça n'a pas coûté cher. Voici des billets, encore des billets. Si ce sont des jeunes gens, et s'ils sont venus à Paris, nous les rattraperons peut-être. » Mais il eut une légère exclamation de surprise. « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il venait de lire, au bas d'une feuille de papier timbré, la signature du comte de Beauvilliers, et la feuille ne portait que 3 lignes, d'une grosse écriture sénile. « Je m'engage à payer la somme de 10 000 francs à mademoiselle Léonie Cron le jour de sa majorité. » « Le comte de Beauvilliers, reprit-il lentement, réfléchissant tout haut. « Oui, il a eu des femmes, tout un domaine,
du côté de Vendôme. Il est mort d'un accident de chasse. Il a laissé une femme et 2 enfants dans la Gêne. J'ai eu des billets autrefois, qu'ils ont payés difficilement. Un farceur, un pas grand-chose. Tout d'un coup, il éclata d'un gros rire, reconstruisant l'histoire. Ah, le vieux filou. C'est lui qui a fichu dedans la petite. Elle ne voulait pas, et il aura décidé avec ce chiffon de papier qui était légalement sans valeur. Puis, il est mort. Voyons, c'est daté de 1854, il y a 10 ans. La fille doit être majeure, que diable. Comment cette reconnaissance pouvait-elle se trouver entre les mains de Charpier ? Un marchand de grains, ce Charpier, qui prêtait à la petite semaine. Sans doute la fille lui a laissé ça en dépôt pour quelques écus. Ou bien, peut-être, s'était-il chargé du recouvrement. « Mais, interrompit la Méchain, c'est très bon, ça, un vrai coup. » Bouche haussa dédaigneusement les épaules. « Eh non, je vous dis qu'en droit, ça ne vaut pas. Que je présente ça aux héritiers et ils peuvent m'envoyer promener, car il faudrait faire la preuve que l'argent est réellement dû. Seulement, si nous retrouvons la fille, j'espère les amener à être gentils et à s'entendre avec nous, pour éviter un tapage désagréable. Comprenez-vous ? Cherchez cette Léonie Cron. Écrivez à Fayeux pour qu'il nous la déniche là-bas. Ensuite, nous verrons à rire. » Il avait fait des papiers 2 tas qu'il se promettait d'examiner à fond quand il serait seul, et il restait immobile, les mains ouvertes, une sur chaque tas. Après un silence, la Méchain reprit. « Je me suis occupé des billets, Jordan. J'ai bien cru que j'avais retrouvé notre homme. Il a été employé quelque part. Il écrit maintenant dans les journaux. Mais on vous reçoit si mal dans les journaux. On refuse de vous donner les adresses. Et puis, je crois qu'il ne signe pas ses articles de son vrai nom. » Sans une parole, Bouche avait allongé le bras pour prendre, à sa place alphabétique, le dossier Jordan. C'étaient 6 billets de 50 francs, datés de 5 années déjà et échelonnés de mois en mois. Une somme totale de 300 francs que le jeune homme avait souscrite à un tailleur au jour de misère. Impayés à leur présentation, les billets s'étaient grossis de frais énormes, et le dossier débordait d'une formidable procédure. À cette heure, la dette atteignait 730 francs 15 centimes. « Si c'est un garçon d'avenir, » murmura Bouche, « nous le pincerons toujours. » Puis, une liaison d'idées se faisant sans doute en lui, il s'écria « Et dites donc, l'affaire Sicardo, nous l'abandonnons ?» La Méchain leva au ciel ses gros bras éplorés. Toute sa monstrueuse personne en eut un remous de désespoir. « Ah, Seigneur Dieu !» gémit-elle de sa voix de flûte. « J'y laisserai ma peau !» L'affaire Sicardo était toute une histoire romanesque qu'elle aimait conter. Une petite cousine à elle, Rosalie Chavaille, la fille tardive d'une sœur de son père, avait été prise à 16 ans, un soir, sur les marches de l'escalier, dans une maison de la rue de la Harpe, où elle et sa mère occupaient un petit logement, au 6e. Le pis était que le monsieur, un homme marié, débarqué depuis 8 jours à peine, avec sa femme, dans une chambre que sous-louait une dame du second, s'était montré si amoureux que la pauvre Rosalie, renversée d'une main trop prompte contre l'angle d'une marche, avait eu l'épaule démise. De là, juste colère de la mère, qui avait failli faire un esclandre affreux malgré les larmes de la petite, avouant qu'elle avait bien voulu, que c'était un accident et qu'elle aurait trop de peine si l'on envoyait le monsieur en prison. Alors, la mère, se taisant, s'était contentée d'exiger de celui-ci une somme de 600 francs répartie en 12 billets, 50 francs par mois pendant 1 année. Et il n'y avait pas eu de marché vilain, c'était même modeste, car sa fille, qui finissait son apprentissage de couturière, ne gagnait plus rien, malade, au lit, coûtant gros, si mal soignée d'ailleurs que, les muscles de son bras s'étant rétractés, elle devenait infirme. Avant la fin du 1er mois, le monsieur avait disparu, sans laisser son adresse. Et les malheurs continuaient, tapaient dru comme grêle. Rosalie accouchait d'un garçon, perdait sa mère,
tombait à une sale vie, à une misère noire. Échouée à la cité de Naples, chez sa petite cousine, elle avait traîné les rues jusqu'à 26 ans, ne pouvant se servir de son bras, vendant parfois des citrons aux halles, disparaissant pendant des semaines avec des hommes qui la renvoyaient ivre et bleue de coups. Enfin, l'année d'auparavant, elle avait eu la chance de crever, des suites d'une bordée plus aventureuse que les autres. Et la Méchain avait dû garder l'enfant, Victor. Et il ne restait de toute cette aventure que les 12 billets impayés, signés Sicardo. On n'avait jamais pu en savoir davantage. Le monsieur s'appelait Sicardo. D'un nouveau geste, Bush prit le dossier Sicardo, une mince chemise de papier gris. Aucun frais n'avait été fait, il n'y avait là que les 12 billets. « Encore, hein. Si Victor était gentil, expliquait lamentablement la vieille femme. Mais imaginez-vous, un enfant épouvantable. Ah, c'est dur de faire des héritages pareils. Un gamin qui finira sur l'échafaud. Et ces morceaux de papier dont jamais je ne tirerai rien. » Bush tenait ses gros yeux pâles obstinément fixés sur les billets. Que de fois il les avait étudiés ainsi, espérant, dans un détail inaperçu, dans la forme des lettres, jusque dans le grain du papier timbré, découvrir un indice. Il prétendait que cette écriture pointue et fine ne devait pas lui être inconnue. « C'est curieux, répéta-t-il une fois encore. J'ai certainement vu déjà des A et des O pareils, si allongés qu'ils ressemblent à des I. » Juste à ce moment, on frappa, et il pria la Méchain d'allonger la main pour ouvrir, car la pièce donnait directement sur l'escalier. Il fallait la traverser si l'on voulait gagner l'autre, elle qui avait vu sur la rue. Quant à la cuisine, un trou sans air, elle se trouvait de l'autre côté du palier. « Entrez, monsieur !» Et ce fut Saccard qui entra. Il souriait, égayé intérieurement par la plaque de cuivre vissée sur la porte et portant en grosses lettres noires le mot « contentieux ». « Ah oui, monsieur Saccard, vous venez pour cette traduction. Mon frère est là, dans l'autre pièce. Entrez, entrez donc. » Mais la Méchain bouchait absolument le passage, et elle dévisageait le nouveau venu, l'air de plus en plus surpris. Il fallut toute une manœuvre. Lui recula dans l'escalier, elle-même sortit, s'effaçant sur le palier, de façon qu'il put entrer et gagner enfin la chambre voisine où il disparut. Pendant ces mouvements compliqués, elle ne l'avait pas quitté des yeux. « Oh !» souffla-t-elle, oppressée. « Ce monsieur Saccard, je ne l'avais jamais tant vu. Victor et tout son portrait. » Bush, sans comprendre d'abord, la regardait. Puis une brusque illumination se fit. Il eut un juron étouffé. « Tonnerre de Dieu ! C'est ça ! Je savais bien que j'avais vu ça quelque part. » Et, cette fois, il se leva, bouleversa les dossiers, finit par trouver une lettre que Saccard lui avait écrite, l'année précédente, pour lui demander du temps en faveur d'une dame insolvable. Vivement, il compara l'écriture des billets à celle de cette lettre. C'étaient bien les mêmes A et les mêmes O, devenus avec le temps plus aigus encore. Et il y avait aussi une identité de majuscules évidente. « C'est lui, répétait-il. Seulement, voyons, pourquoi Sicardo, pourquoi pas Saccard ?» Mais, dans sa mémoire, une histoire confuse s'éveillait. Le passé de Saccard, qu'un agent d'affaires, nommé Lasorno, millionnaire aujourd'hui, lui avait conté. Saccard tombant à Paris au lendemain du coup d'État, venant exploiter la puissance naissante de son frère Rougon, et d'abord sa misère dans les rues noires de l'ancien quartier latin, et ensuite sa fortune rapide, à la faveur d'un louche mariage, quand il avait eu la chance d'enterrer sa femme. C'était lors de ses débuts difficiles qu'il avait changé son nom de Rougon contre celui de Saccard, en transformant simplement le nom de cette première femme, qui se nommait Sicardo. « Oui, Sicardo, je me souviens parfaitement, » murmura Bush. « Il a eu le front de signer les billets du nom de sa femme. Sans doute le ménage avait donné ce nom en descendant rue de la Harpe. Et puis, le bougre prenait toutes sortes de précautions, devait déménager à la moindre alerte. Ah, il ne guettait pas que les écus, il culbutait aussi les gamines dans les escaliers. C'est bête, ça finira par lui jouer un vilain tour. » «
Chut, chut, reprit la Méchain, nous le tenons. Et on peut bien dire qu'il y a un bon Dieu. Enfin, je vas donc être récompensée de tout ce que j'ai fait pour ce pauvre petit Victor, que j'aime bien tout de même. Allez, quoiqu'il soit indécrottable. Elle rayonnait, ses yeux minces pétillaient dans la graisse fondante de son visage. Mais Bouche, après le coup de fièvre de cette solution, longtemps cherchée, que le hasard lui apportait, se refroidissait à la réflexion, hochait la tête. Sans doute Saccard, bien que ruiné pour le moment, était encore bon à tondre. On pouvait tomber sur un père moins avantageux. Seulement, il ne se laisserait pas ennuyer. Il avait la dent terrible. Et puis quoi ? Il ne savait certainement pas lui-même qu'il avait un fils. Il pourrait nier, malgré cette ressemblance extraordinaire qui stupéfiait la Méchain. Du reste, il était une seconde fois veuf, libre. Il ne devait compte de son passé à personne, de sorte que, même s'il acceptait le petit, aucune peur, aucune menace n'était à exploiter contre lui. Quant à ne tirer de sa paternité que les 600 francs des billets, c'était en vérité trop misérable. Ça ne valait pas la peine d'avoir été si miraculeusement aidé par le hasard. Non, non, il fallait réfléchir, nourrir ça, trouver le moyen de couper la moisson en pleine maturité. Ne nous pressons pas, conclut Bouche. D'ailleurs, il est par terre. Laissons-lui le temps de se relever. Et, avant de congédier la Méchain, il acheva d'examiner avec elle les menues affaires dont elle était chargée. Une jeune femme qui avait engagé ses bijoux pour un amant, un gendre dont la dette serait payée par sa belle-mère, sa maîtresse, si l'on savait s'y prendre, enfin les variétés les plus délicates du recouvrement si complexe et si difficile des créances. Saccard, en entrant dans la chambre voisine, était resté quelques secondes ébloui par la clarté blanche de la fenêtre, aux vitres ensoleillées, sans rideaux. Cette pièce, tapissée d'un papier pâle à fleurettes bleues, était nue. Simplement, un petit lit de fer dans un coin, une table de sapin au milieu et 2 chaises de paille. Le long de la cloison de gauche, des planches à peine rabotées servaient de bibliothèque, chargées de livres, de brochures, de journaux, de papiers de toutes sortes. Mais la grande lumière du ciel, à ses hauteurs, mettait dans cette nudité comme une gaieté de jeunesse, un rire de fraîcheur ingénue. Et le frère de Bouche, Sigismond, un garçon de 35 ans, imberbe, aux cheveux châtains, longs et rares, se trouvait là, assis devant la table, son vaste front bossu dans sa maigre main, si absorbé par la lecture d'un manuscrit qu'il ne tourna point la tête, n'ayant pas entendu la porte s'ouvrir. C'était une intelligence, ce Sigismond, élevé dans les universités allemandes, qui, outre le français, sa langue maternelle, parlait l'allemand, l'anglais et le russe. En 1849, à Cologne, il avait connu Karl Marx, était devenu le rédacteur le plus aimé de sa nouvelle gazette rhénane. Et, dès ce moment, sa religion s'était fixée. Il professait le socialisme avec une foi ardente, ayant fait le don de sa personne entière à l'idée d'une prochaine rénovation sociale qui devait assurer le bonheur des pauvres et des humbles. Depuis que son maître, banni d'Allemagne, forcé de s'exiler de Paris à la suite des journées de juin, vivait à Londres, écrivait, s'efforçait d'organiser le parti, lui végétait de son côté, dans ses rêves, tellement insoucieux de sa vie matérielle qu'il serait sûrement mort de faim si son frère ne l'avait recueilli, rue Feydeau, près de la Bourse, en lui donnant la pensée d'utiliser sa connaissance des langues pour s'établir traducteur. Ce frère aîné adorait son cadet, d'une passion maternelle, loup féroce au débiteur, très capable de voler 10 sous dans le sang d'un homme, mais tout de suite attendri aux larmes, d'une tendresse passionnée et minutieuse de femme, dès qu'il s'agissait de ce grand garçon distrait, resté enfant. Il lui avait donné la belle chambre sur la rue. Il le servait comme une bonne, menait leur étrange ménage, balayant, faisant les lits, s'occupant de la nourriture qu'un petit restaurant du voisinage montait 2 fois par jour. Lui, si actif, la tête bourrée de 1000 affaires, le tolérait oisif, car les traductions ne marchaient pas, entravées de travaux personnels. Et il lui défendait même de travailler, inquiet d'une petite toux mauvaise,
et malgré son dur amour de l'argent, sa cupidité assassine, qui mettait dans la conquête de l'argent l'unique raison de vivre, il souriait indulgemment des théories du révolutionnaire. Il lui abandonnait le capital comme un joujou à un gamin, quitte à le lui voir briser. Sigismond, de son côté, ne savait même pas ce que son frère faisait dans la pièce voisine. Il ignorait tout de cet effroyable négoce sur les valeurs déclassées et sur l'achat des créances. Il vivait plus haut, dans un songe souverain de justice. Et l'idée de charité le blessait, le jetait hors de lui. La charité, c'était l'aumône, l'inégalité consacrée par la bonté. Et il n'admettait que la justice, les droits de chacun reconquis, posés en immuables principes de la nouvelle organisation sociale. Aussi, à la suite de Karl Marx, avec lequel il était en continuelle correspondance, épuisait-il ses jours à étudier cette organisation, modifiant, améliorant sans cesse sur le papier la société de demain, couvrant de chiffres d'immenses pages, basant sur la science l'échafaudage compliqué de l'universel bonheur. Il retirait le capital aux uns pour le répartir entre tous les autres. Il remuait les milliards, déplaçait d'un trait de plume la fortune du monde. Et cela, dans cette chambre nue, sans une autre passion que son rêve, sans un besoin de jouissance à satisfaire, d'une frugalité telle que son frère devait se fâcher pour qu'il bût du vin et mangeât de la viande. Il voulait que le travail de tout homme, mesuré selon ses forces, assurât le contentement de ses appétits. Lui se tuait à la besogne et vivait de rien. Un vrai sage, exalté dans l'étude, dégagé de la vie matérielle, très doux et très pur. Depuis le dernier automne, il toussait de plus en plus. La phtisie l'envahissait, sans qu'il daignât même s'en apercevoir et se soigner. Mais Saccard ayant fait un mouvement, Sigismond enfin leva ses grands yeux vagues et s'étonna, bien qu'il connût le visiteur. « C'est pour une lettre à traduire. » La surprise du jeune homme augmentait, car il avait découragé les clients, les banquiers, les spéculateurs, les agents de change, tout ce monde de la bourse qui reçoit, particulièrement d'Angleterre et d'Allemagne, une correspondance nombreuse, des circulaires, des statuts de société. Oui, une lettre en langue russe. Oh, 10 lignes seulement. Alors il tendit la main. Le russe étant resté sa spécialité, lui seul le traduisant couramment, au milieu des autres traducteurs du quartier qui vivaient de l'allemand et de l'anglais. La rareté des documents russes sur le marché de Paris expliquait ces longs chômages. Tout haut, il lut la lettre en français. C'était en 3 phrases, une réponse favorable d'un banquier de Constantinople, un simple oui dans une affaire. « Ah, merci !» s'écria Saccard, qui parut enchanté. Et il pria Sigismond d'écrire les quelques lignes de la traduction au revers de la lettre. Mais celui-ci fut pris d'un terrible accès de toux qu'il étouffa dans son mouchoir pour ne pas déranger son frère, qui accourait dès qu'il l'entendait tousser ainsi. Puis, la crise passée, il se leva, alla ouvrir la fenêtre toute grande, étouffant, voulant respirer à l'air. Saccard, qui l'avait suivi, jeta un coup d'œil dehors, eut une légère exclamation. « Tiens, vous voyez la bourse ? Oh, qu'elle est drôle d'ici !» Jamais, en effet, il ne l'avait vue sous un si singulier aspect, à vol d'oiseau, avec les 4 vastes pentes de zinc de sa toiture, extraordinairement développées, hérissées d'une forêt de tuyaux. Les pointes des paratonnerres se dressaient, pareilles à des lances gigantesques menaçant le ciel. Et le monument lui-même n'était plus qu'un cube de pierre, strié régulièrement par les colonnes, un cube d'un gris sale, nu et laid, planté d'un drapeau en loques. Mais surtout les marches et le péristyle l'étonnaient, piquetés de fourmis noires, toute une fourmilière en révolution, s'agitant, se donnant un mouvement énorme, qu'on ne s'expliquait plus de si haut et qu'on prenait en pitié. « Comme ça rapetisse, reprit-il. On dirait qu'on va tous les prendre dans la main, d'une poignée. » Puis, connaissant les idées de son interlocuteur, il ajouta en riant. « Quand balayez-vous tout ça, d'un coup de pied ?» Sigismond haussa les épaules. « À quoi bon ? Vous vous démolissez bien vous-même. »
Et, peu à peu, il s'anima, il déborda du sujet dont il était plein. Un besoin de prosélytisme le lançait, au moindre mot, dans l'exposition de son système. « Oui, oui, vous travaillez pour nous, sans vous en douter. Vous êtes là quelques usurpateurs qui expropriez la masse du peuple, et quand vous serez gorgés, nous n'aurons qu'à vous exproprier à notre tour. Tout accaparement, toute centralisation conduit au collectivisme. Vous nous donnez une leçon pratique, de même que les grandes propriétés absorbant les lopins de terre, les grands producteurs dévorant les ouvriers en chambre, les grandes maisons de crédit et les grands magasins tuant toute concurrence, s'engraissant de la ruine des petites banques et des petites boutiques, sont un acheminement lent, mais certain, vers le nouvel état social. Nous attendons que tout craque, que le mode de production actuel ait abouti au malaise intolérable de ses dernières conséquences. Alors, les bourgeois et les paysans eux-mêmes nous aideront. » Saccard, intéressé, le regardait avec une vague inquiétude, bien qu'il le prît pour un fou. « Mais enfin, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que votre collectivisme ? » Le collectivisme, c'est la transformation des capitaux privés, vivant des luttes de la concurrence, en un capital social unitaire, exploité par le travail de tous. Imaginez une société où les instruments de la production sont la propriété de tous, où tout le monde travaille selon son intelligence et sa vigueur, et où les produits de cette coopération sociale sont distribués à chacun, au prorata de son effort. Rien n'est plus simple, n'est-ce pas ? Une production commune dans les usines, les chantiers, les ateliers de la nation, puis un échange, un paiement en nature. S'il y a un surcroît de production, on le met dans des entrepôts publics, d'où il est repris pour combler les déficits qui peuvent se produire. C'est une balance à faire. Et cela, comme d'un coup de hache, abat l'arbre pourri. Plus de concurrence, plus de capital privé. Donc, plus d'affaires d'aucune sorte, ni commerce, ni marché, ni bourse. L'idée de gain n'a plus aucun sens. Les sources de la spéculation, des rentes gagnées sans travail, sont taries. « Oh, oh !» interrompit Saccard, « ça changerait diablement les habitudes de bien du monde. Mais ceux qui ont des rentes aujourd'hui, qu'en faites-vous ? Ainsi, Gundermann, vous lui prenez son milliard ? Nullement, nous ne sommes pas des voleurs. Nous lui rachèterions son milliard, toutes ses valeurs, ses titres de rente, par des bons de jouissance divisés en annuités. Et vous imaginez-vous ce capital immense remplacé ainsi par une richesse suffocante de moyens de consommation ? En moins de 100 années, les descendants de votre Gundermann seraient réduits, comme les autres citoyens, au travail personnel, car les annuités finiraient bien par s'épuiser, et ils n'auraient pu capitaliser leurs économies forcées, le trop-plein de cet écrasement de provisions, en admettant même qu'on conserve intact le droit d'héritage. Je vous dis que cela balaye d'un coup non seulement les affaires individuelles, les sociétés d'actionnaires, les associations de capitaux privés, mais encore toutes les sources indirectes de rente, tous les systèmes de crédit, prêts, loyers, fermages. Il n'y a plus, comme mesure de la valeur, que le travail. Le salaire se trouve naturellement supprimé, n'étant pas, dans l'état capitaliste actuel, équivalent au produit exact du travail, puisqu'il ne représente jamais que ce qui est strictement nécessaire au travailleur pour son entretien quotidien. Et il faut reconnaître que l'état actuel est seul coupable, que le patron le plus honnête est bien forcé de suivre la dure loi de la concurrence, d'exploiter ses ouvriers s'il veut vivre. C'est notre système social entier à détruire. Ah, Gundermann étouffant sous l'accablement de ses bons de jouissance. Les héritiers d'un Gundermann, n'arrivant pas à tout manger, obligés de donner aux autres et de reprendre la pioche ou l'outil, comme les camarades. Et Sigismond éclata d'un bon rire d'enfant en récréation, toujours debout près de la fenêtre, les regards sur la bourse, où grouillait la noire fourmilière du jeu. Des rougeurs ardentes montaient à ses pommettes. Il n'avait d'autre amusement que de s'imaginer ainsi les plaisantes ironies de la justice de demain. Le malaise de Saccard avait grandi. Si ce rêveur éveillé disait vrai, pourtant, s'il avait deviné l'avenir, il expliquait des choses qui semblaient très claires et sensées. « Bah, murmura-t-il, pour se rassurer, tout ça n'arrivera pas l'année prochaine. »« Certes, reprit le jeune homme redevenu grave et las, nous sommes dans la période transitoire, la période d'agitation. Peut-être y aura-t-il des violences révolutionnaires. Elles sont souvent inévitables. Mais les exagérations, les emportements sont passagers.
Oh, je ne me dissimule pas les grandes difficultés immédiates. Tout cet avenir rêvé semble impossible. On n'arrive pas à donner aux gens une idée raisonnable de cette société future, cette société de juste travail dont les mœurs seront si différentes des nôtres. C'est comme un autre monde, dans une autre planète. Et puis, il faut bien le confesser, la réorganisation n'est pas prête. Nous cherchons encore. Moi, qui ne dors plus guère, j'y épuise mes nuits. Par exemple, il est certain qu'on peut nous dire, si les choses sont ce qu'elles sont, c'est que la logique des faits humains les a faites ainsi. Dès lors, quel labeur pour ramener le fleuve à sa source et le diriger dans une autre vallée. Certainement, l'état social actuel a dû sa prospérité séculaire aux principes individualistes, que l'émulation, l'intérêt personnel rendent une fécondité de production sans cesse renouvelée. Le collectivisme arrivera-t-il jamais à cette fécondité ? Et par quels moyens activer la fonction productive du travailleur quand l'idée de gain sera détruite ? Là est pour moi le doute, l'angoisse, le terrain faible où il faut que nous nous battions, si nous voulons que la victoire du socialisme s'y décide un jour. Mais nous vaincrons, parce que nous sommes la justice. Tenez, vous voyez ce monument devant vous ? Vous le voyez ? La bourse, dit Saccard. Parbleu, oui, je la vois. Eh bien, ce serait bête de la faire sauter, parce qu'on la rebâtirait ailleurs. Seulement, je vous prédis qu'elle sautera d'elle-même, quand l'État l'aura expropriée, devenue logiquement l'unique et universelle banque de la nation. Et qui sait, elle servira alors d'entrepôt public à nos richesses trop grandes, un des greniers d'abondance où nos petits-fils trouveront le luxe de leurs jours de fête. D'un geste large, Sigismond ouvrait cet avenir de bonheur général et moyen. Et il s'était tellement exalté qu'un nouvel accès de toux le secoua, revenu à sa table, les coudes parmi ses papiers, la tête entre les mains, pour étouffer le râle déchiré de sa gorge. Mais cette fois, il ne se calmait pas. Brusquement, la porte s'ouvrit. Bouche accourut, ayant congédié la Méchain, l'air bouleversé, souffrant lui-même de cette toux abominable. Tout de suite, il s'était penché, avait pris son frère dans ses grands bras, comme un enfant dont on berce la douleur. « Voyons, mon petit, qu'est-ce que tu as encore à t'étrangler ? Tu sais, je veux que tu fasses venir un médecin. Ce n'est pas raisonnable. Tu auras trop causé, c'est sûr. » Et il regardait d'un œil oblique Saccard resté au milieu de la pièce, décidément bousculé par ce qu'il venait d'entendre dans la bouche de ce grand diable, si passionné et si malade, qui, de sa fenêtre, là-haut, devait jeter un sort sur la bourse avec ses histoires de tout balayer pour tout reconstruire. « Merci, je vous laisse, » dit le visiteur, ayant hâte d'être dehors. « Envoyez-moi ma lettre avec les 10 lignes de traduction. J'en attends d'autres, nous réglerons le tout ensemble. » Mais la crise étant finie, Bouche le retint un instant encore. « À propos, la dame qui était là tout à l'heure vous a connu autrefois ? Oh, il y a longtemps. »« Ah, où donc ? » ?»« Rue de la Harpe, en 52. » Si maître qu'il fût de lui, Saccard devint pâle. Un tic nerveux tira sa bouche. Ce n'était point qu'il se rappelât, à cette minute, la gamine culbutée dans l'escalier. Il ne l'avait même pas su enceinte. Il ignorait l'existence de l'enfant. Mais le rappel des misérables années de ses débuts lui était toujours très désagréable. Rue de la Harpe ? Oh, je n'y ai habité que 8 jours, lors de mon arrivée à Paris, le temps de chercher un logement. Au revoir. Au revoir, accentua Bouche, qui se trompa, voyant un aveu dans cet embarras, et qui déjà cherchait de quelle façon large il exploiterait l'aventure.